Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, préparez-vous à plonger dans un épisode bouleversant et haletant de Plus belle la vie, encore plus belle. Nous sommes le mardi 3 juin 2025. Et c'est l'épisode 346 qui nous attend. Un épisode noir, intense, où les vérités blessent plus que les mensonges, et où chaque silence devient une arme. Ariane est désormais au cœur de toutes les accusations. L'arme du crime est entre les mains de la police, et ses empreintes sont dessus. Le couperet tombe, détention provisoire. Mais est-elle vraiment coupable, ou victime d'un piège redoutable? Tandis que Boé lutte contre la justice et les apparences pour sauver celle qu'il connaît mieux que personne. Un témoin clé meurt dans des circonstances plus que suspectes. Suicide ou exécution maquillée? Et dans l'ombre, un nom oublié refait surface, Bahram. Qui est-il vraiment? Quel rôle joue-t-il dans ce puzzle infernal? De son côté, Chloé tente de protéger Jules alors qu'elle risque de perdre ce qu'elle a de plus précieux, le droit de voir Elena. Une décision déchirante, un geste de loyauté, jusqu'au moment où Jules choisit de se dénoncer. Et pendant que le carnet intime d'Ariane révèle des trous noirs, des vertiges et des absences inexpliquées, une hypothèse glaçante s'impose, et si Ariane avait été droguée? Si tout avait été orchestré pour la faire tomber? L'heure n'est plus au doute. La vérité est en train de disparaître, étouffée par les mensonges, les morts suspectes, et les manipulations. Et ce soir, une certitude grandit. Ariane n'est peut-être pas la dernière cible, mais la première d'une longue série. Restez bien jusqu'à la fin, car chaque mot compte, chaque image est un indice. Et cette affaire pourrait bien changer à jamais le visage du Mistral. Dans la salle d'interrogatoire, l'ambiance est glaciale. Sur la table, posée dans une pochette plastique, repose l'arme retrouvée dans la consigne. L'arme du crime. Celle qui a tué Emmanuel Durieux. Face à elle, Ariane tremble, mais reste droite. Son regard vacille un instant lorsqu'Idriss fait glisser la pochette vers elle. « Tu reconnais cette arme ?» lance-t-il, la voix sèche. Ariane garde le silence. Elle l'observe. Son souffle se bloque. C'est celle retrouvée avec le manteau ensanglanté. Celle qui a servi. Et elle porte tes empreintes, Ariane. Elle secoue la tête, les larmes aux yeux. Sa voix est faible. Brisée. Je n'ai pas tué Durieux. J'en suis persuadée. Idriss la fixe longuement. Il ne dit rien, mais le doute est là, épais, suspendu entre eux comme une brume. C'est alors que Boé entre, calme mais ferme. Il congédie Idriss d'un geste discret, puis referme la porte doucement. Il s'assied face à Ariane, les yeux brillants d'émotion contenue. « Aide-nous, Ariane. S'il y a un doute, on doit l'éclaircir. Si tu ne te souviens pas de tout, dis-le. Mais il faut qu'on fasse toute la lumière. » Ariane secoue la tête, perdue. Boé s'approche, adoucit sa voix. « Je ne te lâcherai pas. Mais je dois savoir. Pour toi. Pour Zoé. » À ce nom, Ariane s'effondre. Ses épaules s'agitent, ses mains tremblent. Boé pose sa main sur la sienne. « Je te fais une promesse. Quoi qu'il arrive. Zoé n'est pas seule. Eric et moi, on veille sur elle. Comme si c'était notre fille. » Ariane ferme les yeux. Une larme coule sur sa joue. Elle ne dit rien, mais dans ce silence, un mur tombe. Et peut-être, enfin, la vérité pourra émerger. Dans le bureau de Patrick, les volets sont tirés. La lumière blafarde. Un silence studieux règne, brisé seulement par le cliquetis du stylo du commandant sur son dossier. Il relit une nouvelle fois les conclusions du légiste. L'arme retrouvée dans la consigne correspond parfaitement à la blessure mortelle du procureur Durieux. Patrick lève les yeux vers Morgane, venu lui faire un point. L'arme est la bonne. Et Ariane, elle a changé de version 3 fois. 3. Morgane reste droite, presque figée, mais sa voix est calme. Peut-être parce qu'elle a paniqué. Pas parce qu'elle est coupable. Patrick soupire, las de cette affaire où chaque pas soulève plus de questions qu'il n'apporte de réponses. Et cette histoire avec Louis Roby? Elle lui a demandé de la couvrir, Morgane.
On parle d'un faux alibi. Ce n'est plus une simple erreur de jugement, c'est une entrave à l'enquête. Je sais. Répond-elle d'une voix mesurée. Mais tu sais aussi comme moi qu'Ariane n'est pas une meurtrière. Pas comme ça. Patrick se lève, se tourne vers la fenêtre, pensif. Ce que je sais, c'est que l'IGPN est déjà à l'affût. Le moindre faux pas, la moindre faille dans notre procédure, et c'est nous qui allons tomber. Il se retourne, fixe Morgane droit dans les yeux. Alors on fait ça proprement. Aucun état d'âme. Si on veut vraiment l'aider, c'est la seule façon. Pendant ce temps, Boé travaille seul dans un bureau annexe, les photos du dossier éparpillées devant lui. Il repasse les événements un par un. Cherche la faille. Quelque chose cloche. Il le sent. Ce n'est pas Ariane. Il en est convaincu. Elle a été piégée, murmure-t-il pour lui-même. Et il est bien décidé à le prouver. Quoi qu'il lui en coûte. Le silence est pesant dans le bureau du juge d'instruction. Ariane, entourée de son avocat et d'un officier de justice, garde la tête haute. Mais ses yeux trahissent une immense fatigue. Le juge ne tremble pas. Au vu des éléments accablants et des incohérences dans vos déclarations, je décide de vous placer en détention provisoire. Le marteau tombe. Aucun appel à l'émotion. Aucune place au doute. Dans le couloir du palais de justice, quelques heures plus tard, Ariane est escortée, menottée, en route pour les Baumettes. Mais à l'entrée du sas de transfert, une silhouette l'attend. C'est Eric. Et il n'est pas seul. Zoé, les yeux rouges, le visage tremblant, se tient à ses côtés. Dès qu'Ariane l'aperçoit, ses jambes flanchent. Elle s'arrête. Le cœur broyé. Ses chaînes tintent légèrement. Maman, crie Zoé, courant vers elle, stoppée net par un agent. Eric fait un signe. L'un des officiers cède. Quelques secondes. Pas plus. Ariane s'agenouille, Zoé tombe dans ses bras, sanglotant. Je suis désolée, murmure Ariane, la gorge serrée. Tout ira bien. Je te le promets. Sois forte. Mon cœur. Zoé ne veut pas lâcher. Ariane ferme les yeux, l'étreint comme si elle devait la graver dans sa mémoire. Eric s'approche doucement. Il pose une main ferme mais bienveillante sur l'épaule d'Ariane. Je veille sur elle. Quoi qu'il arrive. Un dernier regard. Un dernier souffle. Puis on l'emmène. Et Zoé reste là. Dans les bras d'Eric, le cœur en miettes. Mais une question demeure, suspendue quelque part dans les marges de ce drame. Où est Bahram? Celui dont le nom avait été soufflé. Dont la présence semblait secondaire, lointaine, et pourtant, peut-être capitale. Un nom parmi tant d'autres, oublié par certains, mais peut-être au cœur d'un puzzle bien plus vaste qu'il n'y paraît. Dans le petit bureau du commissariat, Chloé s'assoit en face de Morgane. Son visage est calme, mais ses mains trahissent son stress, elle tremble à peine, posée sur ses genoux. Morgane, professionnelle, ouvre le dossier devant elle. Chloé, vous êtes convoquée suite à une plainte pour dégradation. Le propriétaire affirme que vous avez forcé la boîte à clé de son immeuble. Chloé soutient le regard, la voix posée. Je suis responsable de ce qui s'est passé. Morgane penche la tête, un instant troublée par cette réponse trop bien préparée. Pourtant, vous n'étiez pas seule ce jour-là, non? Chloé garde le silence. Elle sait ce que Morgane attend. Mais elle ne dira rien. Pendant ce temps, Jules tourne en rond dans la cour du Mistral. Rongé par la culpabilité. Il a tout suivi. Il sait. Mais il n'a pas bougé. Jusqu'à maintenant. Ce n'est qu'en voyant Chloé sortir du commissariat, les traits tirés, le regard vide, qu'il craque enfin. Il court à sa rencontre. Chloé, attends. Elle se retourne, surprise de le voir. Pourquoi t'es pas venue, murmure-t-elle, plus triste que furieuse. Il baisse la tête, honteux. J'avais mes partiels. J'avais coupé mon portable. Je savais même pas que t'étais convoqué. Un silence. Puis il relève enfin les yeux, sincère.
Mais je vais me dénoncer. C'est moi qui ai pété cette boîte à clés. Pas question que tu prennes pour moi. Chloé ouvre la bouche, tente de répondre, mais Jules la devance. T'as le droit de voir Elena. Et je refuse que tu perdes ça à cause d'une connerie que j'ai faite. Elle le regarde, émue. Malgré la peur, malgré les ennuis, elle sait qu'elle peut compter sur lui. Et cette fois, il ne fuira pas. Au commissariat, dans une salle à l'écart, le silence est seulement rompu par le bruissement des pages qu'on tourne. Boé et Idriss sont penchés au-dessus du carnet d'Ariane, posé entre eux comme une pièce à conviction vivante. Son écriture est nerveuse, compacte, mais précise. Chaque ligne, chaque détail, est un fragment de vérité qu'elle a tenté de rassembler. Idriss surligne un passage. Elle note avoir eu des absences cette nuit-là, des vertiges. Elle dit même qu'elle a cru faire un malaise. Boé acquiesce, les sourcils froncés. Et ce n'est pas la première fois qu'elle parle de trou noir. Elle s'en veut, mais elle doute d'elle-même. Un silence. Puis Idriss souffle, pensif. Et si elle n'avait pas bu autant qu'elle le pensait? Et si quelqu'un l'avait droguée? Boé relève les yeux, interloqué. Tu penses à Durieux? Idriss ne répond pas tout de suite. Mais bien plus perverse. Boé referme lentement le carnet. Si c'est le cas, Ariane n'est pas coupable. Elle est une cible. Les deux hommes échangent un regard lourd de certitude fragile. Et dans ce carnet usé, griffonné dans la solitude d'une femme tombée trop bas pour être crue, pourrait bien se cacher la clé d'une machination bien plus vaste que ce qu'ils imaginaient. La nuit est tombée sur Marseille. Les gyrophares projettent des éclats bleus contre les murs défraîchis du bar, fermés depuis l'après-midi. La devanture est restée baissée plus longtemps que d'habitude. Un voisin inquiet a appelé. Une mauvaise odeur s'échappait de l'intérieur. Boé et Idriss arrivent les premiers sur les lieux. Ils échangent un regard grave avant de forcer la porte latérale. L'odeur leur saute au visage, lourde, rance, métallique. Ils avancent lentement dans l'obscurité. Derrière le comptoir, ils le trouvent. Le corps du barman. Effondré sur le sol, à moitié recouvert d'un tablier taché. Sans vie. Un silence lourd s'abat. Boé se fige. Idriss, plus vif, s'accroupit et vérifie le pouls. C'est fini. Les premiers agents de la scientifique entrent quelques secondes plus tard. L'un d'eux remarque une seringue vide près du bras. D'autres éléments traînent, un téléphone cassé. Un carnet brûlé à moitié dans un cendrier. Suicide, murmure Idriss. Boé secoue la tête, pas convaincu. Trop propre. Trop opportun. Juste au moment où il pouvait faire éclater la vérité sur ce qu'Ariane a vraiment vécu ce soir-là? Il balaie la pièce du regard. Non. Ça sent l'exécution déguisée. Idriss fixe la seringue. Puis Boé. Et s'il avait parlé à quelqu'un d'autre? Boé se redresse lentement. Son regard est sombre, déterminé. Alors on n'est pas seulement face à une erreur judiciaire. On est face à une chasse. Et Ariane était peut-être la première cible, pas la dernière. Le cœur de l'enquête vient de basculer. Et maintenant, le danger est partout. Dans la ruelle sombre. Les gyrophares continuent de clignoter en silence, éclaboussant les pavés d'une lumière irréelle. La civière est évacuée, recouverte d'un drap. Les agents de la scientifique s'activent. Mais dans le regard de Jean-Paul Boé, tout est déjà clair. Il se tient un peu à l'écart, les bras croisés, le regard fixé sur la porte du bar. Idriss le rejoint, encore bouleversé par la scène. Tu penses que c'est un règlement de compte? Il avait peut-être des dettes? Mais Boé ne l'écoute qu'à moitié. Il parle plus pour lui-même que pour son collègue. Non. Cette mort, elle est liée à l'affaire. J'en suis sûr. Il se tourne lentement vers Idriss. Ce type, c'était notre seul lien avec ce qui s'est vraiment passé cette nuit-là. Il avait parlé à Ariane. Il aurait pu la blanchir. Il marque une pause, ses yeux se durcissent. Et s'il avait été éliminé, justement parce qu'il aurait pu l'innocenter? Idriss reste silencieux.
L'hypothèse est glaçante, mais cohérente. Boé enchaîne, déterminé. On veut faire passer Ariane pour une flic instable, isolée, dangereuse. Et maintenant? On supprime les seuls témoins qui pourraient briser cette image. Il serre les poings. On va rouvrir toutes les pistes. Tous les noms. Tous les messages. Parce que là, on n'est plus dans une enquête classique. On est en train de marcher sur les traces de quelque chose de beaucoup plus sale. Et dans son regard, une promesse silencieuse, il ne lâchera rien. Ni pour Ariane. Ni pour la vérité. Dans le silence froid du parloir des Baumettes, une fine vitre sépare Ariane de Jean-Paul. Elle tient le combiné d'une main tremblante, les traits tirés. Le regard hanté par les nuits sans sommeil. De l'autre côté, Boé la fixe, bouleversé par ce qu'il s'apprête à lui dire. Le barman. Celui à qui tu avais parlé cette nuit-là. Ariane devine la suite avant même qu'il ne prononce les mots. Elle serre un peu plus fort le combiné contre son oreille. Il est mort, Ariane. On l'a retrouvé derrière son comptoir. Ça ressemble à un suicide, mais moi, j'y crois pas une seconde. Un frisson glacé traverse Ariane. Elle ferme les yeux un instant, puis les rouvre, plus grave que jamais. Jean-Paul. J'ai quelque chose à te dire. Elle prend une inspiration profonde, comme si ce qu'elle allait révéler allait tout changer. J'ai forcé Louis Roby à mentir. C'est moi qui lui ai demandé de dire qu'on avait passé la nuit ensemble. Je l'ai mis devant le fait accompli. Je savais qu'il me le devait. Boé reste figé. Il ne dit rien. Il encaisse. Mais elle. Elle continue, les yeux brillants, la voix brisée. Tu dois l'écrire dans mon dossier. Tu dois le dire au juge. Je veux que ça y figure noir sur blanc. Ariane. Elle le coupe. D'une voix ferme, presque suppliante. Je ne veux pas que Zoé grandisse avec une mère qui ment pour sauver sa peau. Je ne veux pas qu'elle vive avec un doute, un jour. Elle baisse les yeux. Puis murmure dans un souffle. Si je dois aller en prison à vie, alors je le ferai. Mais pas en traînant Louis avec moi. Boé reste là, le cœur broyé, incapable de trouver les mots. Il sent que sous cette force apparente, Ariane est en train de se briser. Mais il voit aussi autre chose, une femme prête à tout, sauf à sacrifier ce qu'elle aime. Et dans le silence qui suit, une certitude s'impose, cette affaire est loin d'être terminée. Voilà, chers abonnés, ce qui vous attend dans l'épisode 346 de Plus belle la vie ce mardi 3 juin 2025. Un épisode marquant. Chargé en émotions, où l'enquête glisse peu à peu vers un complot d'une envergure bien plus sombre que ce que l'on pouvait imaginer. Ariane est-elle coupable? Ou est-elle tombée dans un piège savamment construit? Et Bahram, cet homme de l'ombre, joue-t-il un rôle capital dans cette affaire? Rien n'est sûr, sauf une chose, la vérité dérange. Et ceux qui s'en approchent paient le prix fort. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche pour ne rien manquer des prochains résumés, et de liker cette vidéo si elle vous a tenu en haleine. Dites-moi en commentaire, croyez-vous encore en l'innocence d'Ariane? Et selon vous, qui tire vraiment les ficelles? On se retrouve très vite pour l'épisode suivant. Et d'ici là, ouvrez l'œil. À Marseille, même les silences parlent.